D'où Jésus. Quand vous voulez. Alors Bernard, moi je suis originaire de Lot-et-Garonne, d'un père qui était officier, d'une maman qui était directrice d'école maternelle, voilà. Et je suis rentré au séminaire dans les années 68, année tumultueuse, après le Concile Vatican II, donc tout était possible. Il y avait un avenir qui se proposait, qui était très dynamique et qui donnait envie de continuer. Voilà, je suis toujours prêtre. J'ai été ordonné, je suis rentré au séminaire dans les années 68, j'ai fait la première année à Bordeaux, on a eu un regroupement de séminaires, la philo ensuite s'est fait à Poitiers, après ce fut le temps du service militaire, puis la théologie à Bordeaux et ordonné prêtre en 75 à Bon-Encontre. Après avoir été ordonné prêtre, je suis allé à Astafort-Brac, c'était mon premier poste comme vicaire, et puis on m'a envoyé comme vicaire toujours à Marmande, mais en même temps j'étais aumônier diocésain de la jeunesse indépendante chrétienne, c'est un mouvement d'action catholique. Et là je m'occupais beaucoup de jeunes, nous avons fait des camps en chantier. D'ailleurs j'ai eu droit à 2 pages dans le Petit Bleu quand on a fait un camp chantier, parce que Castéra-Verduzan était sous les eaux et on a essayé de relever les gens sur Castéra. Après Marmande, donc on m'a envoyé à la Cato, donc à l'ISPC, c'est l'Institut supérieur de pastorat catéchétique, pour être responsable de l'enseignement religieux sur le diocèse. Après cela, je fus envoyé à Nérac parce que j'étais uniquement en mission diocésaine et là c'est devenu insupportable parce que je passais mon temps en réunion, j'étais sur la route et ce fut le début de ma descente aux enfers où la solitude était très, très difficile à vivre puisque j'étais uniquement chargé du service des vocations et de la catéchèse et je voyais des gens qu'en réunion et au sein du clergé, c'était pas crédible. On est crédible quand on est prêtre que quand on est enraciné sur un territoire. Et moi, j'étais hors sol, donc ça se passait très mal. Donc j'ai demandé à être relevé. J'ai pu être relevé du service de vocation, mais j'ai gardé la catéchèse. Je suis envoyé à Nérac comme curé, là je fus curé doyen. Et pendant 3 ans, j'ai remplacé 5 prêtres. Donc toujours avec un rythme assez débilitant. Et puis après Nérac, je fus Villeneuve-sur-Lot. Donc j'ai pris en charge la plus grosse paroisse du diocèse, mais tout en gardant des responsabilités diocésaines, puisque je fus nommé responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle. Voilà. Et puis c'est à ce moment-là, à Villeneuve, que l'évêque est venu me voir pour la visite pastorale. Mais il t'a proposé de partir. Laisse-moi, c'est moi qui cause. Hein. Après, tu auras tout. Voilà, donc, c'est pour la visite pastorale. Puis il m'a dit, question de confiance, Bernard, il paraît que tu as une fille. Oui, c'est monseigneur, j'ai 2 filles. Bon, tu connais la discipline de l'Église, donc il faut qu'à la fin du mois, tu quittes Villeneuve-sur-Lot et le département. Donc sans discussion. C'est vraiment le coup d'arrêt, c'est la sanction, la punition. Il fallait que je disparaisse. Mais comme je connaissais Marie-Laurence, qui était catéchiste sur Villeneuve, je lui ai téléphoné en me disant « Marie, acceptes-tu de te marier avec moi ?» Donc, question très romantique. Je ne me suis pas mis à genoux avec un mouchoir et des gants blancs. Mais je demandais, et puis, elle n'a pas hésité, ça m'a étonné. Hein, elle a dit oui tout de suite. Voilà, elle vous dira ça après. Bon. Et puis j'ai téléphoné à l'avocate pour pouvoir récupérer mes filles qui étaient en charge de l'ASE. Voilà. Et donc j'ai fait mes cartons pendant 1 mois. Et au bout du mois, eh bien Marie-Laurence m'a accueilli chez elle. Si vous voulez tout savoir, j'ai été très sage jusqu'à l'âge de 27 ans. Et à 27 ans, donc quand j'étais à Paris, pour l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, j'ai rencontré une amie avec laquelle j'ai partagé un pèlerinage en Palestine et qui m'avait demandé un mariage. Mais à l'époque, à ce moment du pèlerinage, moi j'étais très fidèle à ma vocation. Ce qui m'intéressait, c'était de devenir prêtre. Ce qui était important pour moi, c'était de devenir prêtre. Et quand je suis revenu à Paris quelques années après et qu'on s'est rencontrés, là, elle m'a posé la question, de nouveau, acceptes-tu de te marier avec moi? Je divorce. Et bon, je n'ai pas accepté son divorce, mais par contre, on s'est vu toutes les semaines. Et là, eh bien, j'ai commencé à découvrir ce que c'était que l'amour féminin, y compris l'amour sexuel. Voilà. Et là, ça a commencé à ouvrir une brèche dans ma vie. C'était un monde que je ne connaissais pas. Et la brèche s'est ouverte progressivement. Et quand je suis revenu dans le diocèse et que je vivais une solitude profonde vu les tâches qui m'accombaient, bon, bien après, dès qu'il y avait une proposition, je ne le refusais pas. Et effectivement,
Bon, je ne cherchais pas, je ne courais pas après le jupon, hein, mais vous savez, il y a beaucoup de femmes que l'on rencontre qui vivent des dépits amoureux et qui ont une projection amoureuse à l'égard du prêtre. Alors c'est vrai que des propositions ont été faites, affectueuses, de tendresse, de rencontre, de complicité. Et étant donné la solitude que je vivais, ça me permettait d'avoir une forme d'équilibre, en fait. Alors ce qui était malsain de ma part, mais je le sais maintenant, je ne l'aurais pas dit à l'époque, c'est qu'à la limite, j'utilisais ces rencontres avec les femmes pour me trouver un équilibre affectif, mais les femmes, elles, étaient utilisées, voire manipulées, et avec une souffrance que j'ignorais, parce que je ne pouvais pas aller plus loin. Moi, je tenais à garder mon ministère. Quand je les rencontrais, j'ouvrais une parenthèse, on vivait un moment d'affection réelle, de tendresse, de partage, et puis quand elle repartait, je fermais ma parenthèse. Et au cours de ces rencontres, avec une famille, par contre, là, qui était beaucoup plus malsaine, et qui avait compris mon désarroi et ma faiblesse, ils voulaient absolument me mettre avec une de leurs filles. Et bon, il y a une relation sexuelle qui a fait que j'ai eu une fille, et puis 2 filles. Non. Non, j'avoue, j'ai aucune mémoire, aucun souvenir de ce qui s'est passé. Le fait qu'un jour, j'ai découvert que j'avais une fille. Mais étant donné le milieu dans lequel c'était un milieu marginal, de gitans espagnols, c'était vraiment le quart monde. Une famille que je connaissais quand j'étais à Marmande. À cette époque-là, comme jeune prêtre, j'avais vraiment le souci des gens qui étaient à la marge, qui étaient marginaux. C'était des pauvres, des gens dont tout le monde se moquait. Donc volontairement, j'allais vers eux, mais je n'étais pas éducateur spécialisé, j'avais aucune protection. Et ce sont eux qui ont mis la main dessus et qui m'ont englué progressivement. Enfin, je suis tombé dans cette famille comme dans du sable mouvant. Et ils ont su faire ce qu'il fallait pour que j'ai un enfant avec l'une de leurs filles. Et puis voilà, comme ça, je me suis retrouvé père sans le savoir. Mais quand j'ai découvert cette fille, après, curieusement, inconsciemment, je me suis dit, étant donné le milieu, ce serait bien qu'elle ait un frère ou une sœur. Et donc, il y a eu un deuxième enfant qui est venu, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça fait partie d'un univers qui est glauque et que je ne peux pas qualifier. Voilà. Donc il y a eu ces 2 enfants, mais comme la mère est incapable de s'en occuper, les enfants ont été confiés à l'ASE et je suis resté en contact indirect avec elle par le biais d'un éducateur qui me disait ce qu'elle devenait. Donc régulièrement, j'avais des informations sur leur devenir, mais je ne pouvais rien faire puisque je ne les avais pas reconnus. Alors, en tant que prêtre, on est sollicité parce que y a beaucoup de femmes qui sont en dépit amoureux, qui sont en échec affectif. Et quand elles voient le prêtre, qui est un homme qui est à l'écoute, qui est attentif aux personnes, qui est soucieux des détresses morales et affectives, bon, parfois, on se rapproche, et puis la proposition va un peu plus loin que l'écoute. Donc c'est vrai que quand on rentre le soir chez soi après une vie de ministère, on partage une forme de consolation avec la personne qui vient vous voir. Alors les femmes qui nous rencontrent, enfin qui s'approchent, je pense que c'est inconscient, c'est pas volontaire, c'est pas pervers, hein, mais il y a une sorte d'idéalisation du prêtre qui est faite, comme ou père ou comme mari. Et donc elles s'approchaient plutôt comme mari ou comme confident. Et donc elles ont besoin de s'épancher et de trouver une oreille, un cœur attentif. Mais parfois ça déborde. Alors moi je m'appelle Marie-Laurence Chalmel, je suis née en Charente dans une famille d'agriculteurs avec une éducation très très traditionnelle par rapport à la religion, un oncle prêtre, une tante religieuse, mon grand-père était sacristain, mon petit frère était enfant de chœur, maman jouait de l'orgue et faisait le catéchisme, enfin c'était très très, oui, je suis tombée dans le chaudron. Quoi. Et après, j'ai fait ma route un petit peu à ma façon parce que j'étais la 3e d'une fratrie de 4 enfants et j'avais pas la bonne place. Donc mes sœurs ont fait des études supérieures, mon frère aussi, mais moi je suis arrivée au moment où mes parents ont eu la maladie dans l'étable et donc ont dû tuer toutes leurs vaches laitières et nourricières. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à vendre. Et papa est allé à l'usine et il était hors de question que moi, je continue mes études, que j'aille en lycée interne à Angoulême. Donc j'ai fait un CAP pour devenir cuisinière.
J'étais parmi les premières femmes à rentrer dans les cuisines et j'en ai bavé parce que mon premier apprentissage, donc j'étais au milieu de garçons apprentis, et ben moi j'étais cantonnée à faire la plonge, à nettoyer les chambres froides, à nettoyer les poubelles, à filtrer l'huile des friteuses, à faire la mise en place, à tailler les légumes, etc. Donc un début de métier très difficile. Et je pense que s'il avait voulu me dégoûter, je crois qu'il n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Et puis après, il a été violent. Quand je faisais quelque chose, admettons que je fasse une sauce trop liquide ou trop montée, il trempait son torchon, il le roulait comme ça, il le trempait dans la friteuse et puis il me le lançait sur le dos des jambes, là. Voilà. Et bon, moi, ça, j'ai pas supporté, donc je suis partie. Et puis après, ben, j'ai fait une formation complémentaire pour devenir responsable de collectivité. J'ai été responsable de collectivité à Troyes, dans l'Aube. Puis j'ai rencontré mon premier mari. On s'est mariés assez vite. Il était divorcé, il avait 3 enfants. J'ai élevé ces 3 enfants. Lui, il avait un peu un poil dans la main. Donc ben, c'était moi qui faisais bouillir le pot de soupe. Et là, je me suis aperçue que j'avais fait une bêtise en l'épousant, mais j'étais enceinte. Et donc, j'ai eu ma première fille. Je suis restée 23 ans avec cet homme-là, qui un jour a décidé, je ne vais plus travailler. Il avait 54 ans. Moi, j'étais à la maison, je m'occupais de sa mère, je m'occupais des enfants, parce qu'il y en avait quand même 5. Et donc, j'ai repris le travail. Et nous sommes arrivés dans le Lot-et-Garonne, à côté de Villeneuve-sur-Lot, où nous avons construit une belle maison. C'était la maison de notre retraite, normalement. Ma fille, puisque j'avais eu 12 ans plus tard une petite fille, avait 8 ans et demi et allait entrer en catéchèse, mais il n'y avait pas de catéchiste. Et comme moi, j'avais fait catéchiste tout le temps dans la Marne, j'ai dit, oh, je suis plus à une année près, je vais me débrouiller en travaillant, je vais prendre les enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bernard. Une fois, à l'inscription, il y avait la dame responsable qui inscrivait. Et puis il y avait Bernard qui était un petit peu en retrait, tout triste, tout disait rien. Je dis, punaise, ben dis donc, le prêtre, il n'a pas l'air très rigolo ici, hein. Il a l'air de s'ennuyer, ferme. Bon, c'est tout. Et puis le dimanche suivant, on se recroise et puis lui m'avait enregistré. Il avait une bonne mémoire quand même. Il me dit, alors vous avez trouvé des gens un petit peu, vous vous installez. J'ai trouvé ça sympa de sa part de s'occuper de moi comme ça, de m'avoir repéré. Et puis j'ai dit oui, ça vient. Et après, ben, quand il m'a vu m'inscrire comme catéchiste, j'étais avec lui donc dans la formation de la catéchèse. Puis c'est là, petit à petit, je me disais, punaise, il a une bonne vision de la religion. J'aime bien ce qu'il dit, j'aime bien. Puis à force de bien aimer, je suis tombée amoureuse de lui. Mais alors, raide dingue amoureuse. Hein. Pathétique. Alors j'avais 38, 39 ans. Bon, l'âge où on commence à... Bon, on n'a plus de problème des maternités, on est bien dans son boulot normalement. Bon, pendant 1 an, j'ai gardé le secret. Puis un jour, je me suis payé le culot, j'ai décroché le téléphone, je lui ai dit, écoutez, monsieur l'abbé, j'ai besoin d'un rendez-vous. Alors il me dit, ah bon? Bon. Alors il me fixe un rendez-vous. Donc il y avait une bibliothèque qui servait pour recevoir les gens, les préparations, mariage et tout ça. Alors j'y vais et puis il me dit, alors qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben je dis, ben voilà, je suis tombée amoureuse. Ah bon? Et est-ce que la personne le sait? Est-ce que c'est réciproque? Ben, je lui dis, non, elle ne le sait pas et je ne sais pas si c'est réciproque. Et il me dit, ah ben, c'est ce qu'il va falloir que vous sachiez quand même. Parce que vous avez quand même 2 filles, c'est vers elles qu'il faut penser, c'est important. Ben, je dis oui, mais l'homme que j'aime, c'est plus fort que moi, je ne me vois plus vivre sans lui. Ah, il dit, oh, ben ça c'est embêtant. Il dit, j'ai dit, mais vous n'avez pas compris? Et il me dit, compris quoi? Ben, je dis, mais c'est vous dont je parle. Et il se met les mains comme ça sur sa tête, puis il dit « Non, pourquoi moi ?» Encore une. Encore une. Ah, il dit « Non, je ne veux pas que ça recommence. » Et c'est là qu'il m'a raconté son histoire avec ses 2 filles. Mais moi, ça ne m'a pas
Ouais, il a 2 filles, il a 2 filles. Moi, j'en avais bien 2 aussi, alors c'était pas un problème pour moi. Mais lui, c'en était un. J'étais un problème. De ce moment-là, je suis devenue un problème pour lui. J'étais un caillou dans sa chaussure. Plus qu'un caillou. Un pierrier. Ouais, parce que je suis de la race des fox terriers, c'est-à-dire que quand je tiens quelque chose, je ne le lâche pas. Et moi, j'aimais ce que je faisais. Toi, tu aimais ce que tu faisais, mais tu le faisais très bien. C'est pour ça que je t'admirais. Certainement. Oui. Mais je ne voulais pas lâcher mon ministère. Mais je t'avais jamais demandé de lâcher ton ministère. Je sais. Non, je suis partie. Je suis partie parce que ça tournait au vinaigre. J'ai divorcé et mes parents sont venus me chercher parce que c'était grand temps. J'étais en grand danger. Et je suis arrivée dans le Périgord où j'ai eu des problèmes de santé parce que quand c'est comme ça, le corps somatise beaucoup et donc il y a eu plusieurs opérations. Et j'ai retrouvé du travail à Périgueux tout de suite après. Et quelques années plus tard, parce que ça a duré quand même 7 ans, les fiançailles qui n'existaient pas. 7 ans plus tard, il est arrivé. Il a téléphoné pour veux-tu te marier avec moi? Ah oui, pardon, tu veux répéter? J'ai pas bien compris. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Ah bah oui, oui, oui. J'ai divorcé le lendemain de notre première relation intime. Le lendemain, je savais que c'était lui. Je suis allée voir l'avocat et j'ai dit je veux divorcer. L'avocat, c'était un catholique. Et il me dit « Oh mais non, il vaut mieux que vous envisagiez la séparation de corps. » J'ai dit « C'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Je vous demande un divorce. Si vous n'êtes pas capable de me faire divorcer, j'en vais en voir un autre. » C'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir une autre femme. Voilà. Mais elle est quand même partie de Villeneuve pour me respecter dans ma vie ministérielle. Donc elle a pris des distances, retrouvant du travail à Périgueux comme dame économe chez les compagnons et me laissant travailler. Et c'est le jour où l'évêque a pris ma paternité, il fallait que je fasse un choix, donc il m'a libéré du secret d'une certaine manière, et c'est à ce moment-là que j'ai pu téléphoner Marie-Laurence pour dire acceptes-tu de te marier avec moi? Donc c'est l'événement, c'est la révélation de ma paternité qui a fait qu'on a pu se retrouver. Sinon, ça aurait continué comme ça. J'ai beaucoup de compagnes de prêtres dans l'association Plein Jour, dont je suis la présidente, qui vivent des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des quarantaines d'années à côté de leurs compagnons et sans se marier. Dans le secret. Dans le secret, dans la clandestinité, à marcher 13 mètres derrière quand ils se baladent dans une ville. C'est terrible. C'est très destructeur. C'est une relation inhumaine. Ça ne devrait pas exister. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Marier un prêtre papa. C'est un livre témoignage bien sûr, mais c'est aussi un livre avec beaucoup de sensibilité. C'est écrit à 4 mains parce que Bernard a fait tout un chapitre où il a expliqué ce qu'il s'était passé pour lui.